Bonjour et bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France, votre magazine dédié aux enjeux écologiques de la région. Aujourd'hui, émission spéciale Voix du Nord, Radio RCF. À un mois de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan à Nice, on s'interroge sur la question suivante: quelle pêche durable dans les Hauts-de-France ? Il s'agit de comprendre en tant que consommateur quel poisson il vaut mieux acheter pour préserver la ressource. Et au niveau du monde de la pêche, quels sont les grands défis à relever pour adapter les modèles économiques aux contraintes d'un monde plus durable. Et puis demain, à Nice, quelles sont les attentes des uns et des autres en matière de protection et d'exploitation de l'océan ? Cette émission a été préparée avec Raphaël Remande, journaliste à la Voix du Nord. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir Justine Delettre, coordinatrice du programme Mr Good Fish, initié par l'Aquarium et Centre national de la mer Nausicaa de Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches marines et élevages marins, basé à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche en France. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer nos échanges, Raphaël, faites-nous un point sur l'état de la ressource dans la région. De la sole, du maquereau ou du hareng, savez-vous lequel de ces poissons il est préférable de manger ? Alors, on ne parle pas d'une question de goût, Anne, mais d'un point de vue environnemental. Parce que oui, c'est peut-être difficile à réaliser, mais les ressources de l'océan ne sont pas inépuisables. Et depuis des années, certaines populations de poissons se raréfient. Sachez qu'en Manche et en mer du Nord, un poisson sur 4 est dit en surpêche, c'est-à-dire qu'il est pêché excessivement, d'après les chiffres de l'Ifremer, institut de recherche dédié à l'océan, notamment basé à Boulogne-sur-Mer. Et puis, l'un des enjeux de la pêche durable, c'est aussi celui des techniques de pêche. Le chalutage de fond, notamment, est accusé de décimer certaines population de poissons et de détruire les fonds marins. Aujourd'hui, plusieurs associations réclament la fin de cette technique, au moins dans ce qu'on appelle les aires marines protégées. Mais on va le voir avec vous, la question est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors pour commencer à entrer dans le vif du sujet, Justine Delettre, on l'a dit, vous coordonnez le programme Mr Good Fish initié par 3 gros aquariums européens. J'ai envie de vous demander, pour que les auditeurs s'y retrouvent, qu'est-ce que c'est qu'un poisson durable, entre guillemets ? Quels sont vos critères en tout cas ? Alors nos critères déjà pour avoir un poisson durable, c'est déjà respecter sa saison, sa saisonnalité. Donc on parle souvent de repos biologique des espèces. C'est important de faire attention à ce critère-là pour certaines espèces. C'est important de faire attention aussi à l'état de la ressource. Donc on a des scientifiques qui font ce travail d'évaluation de la ressource sur les populations et du coup c'est important de suivre bien les recommandations des scientifiques. Alors la saison, c'est en gros consommer des poissons en dehors de leur période de reproduction. Quand je parle de repos biologique, c'est ça, c'est la période de reproduction des espèces et les consommer un peu plus tard dans l'année, une fois qu'elles sont plus en reproduction. Et puis après, le dernier critère, c'est faire attention aussi à la taille de première maturité sexuelle. Donc c'est tout simplement la taille pour laquelle l'espèce s'est reproduite au moins une fois. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui sur nos côtes ? Alors, Olivier Leprêtre et puis vous, Justine Delettre, est-ce que par rapport à il y a 25-30 ans, il y a moins de poissons ou pas ? Quel est l'état des lieux ? Donc, je vais prendre la parole. Allez-y, Olivier Leprêtre. Alors, l'état des lieux, écoutez, moi qui suis pêcheur et depuis l'âge de 17 ans, je vais en mer. Je suis à la retraite depuis peu de temps. Je peux vous dire que le poisson n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on nous dit. Enfin, ce qu'on veut bien vous dire à la radio ou à la télévision. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les espèces ont complètement changé. Et c'est là qu'il faut mettre le doigt là-dessus. Vous avez parlé des sols. C'est vrai que sur la sole, il y a eu un petit problème avec la pêche électrique qui s'est réglé maintenant. Mais tant qu'on n'aura pas des températures basses, on sait très bien que la sole ne reviendra pas. Et on a le même scénario sur le cabillaud. Il faut savoir qu'avant à Boulogne, il se débarquait des milliers de tonnes de cabillaud. Et avec le temps, il n'y en a plus du tout. Par contre, ce cabillaud, il est beaucoup plus nord. Donc, moi, je ne peux pas parler de disparition de poissons. C'est d'autres espèces qui sont venues à la place. Donc, par exemple ? On a la sèche, l'encorné, ce sont des poissons d'eau chaude, le rouget barbé, le maquereau, et depuis 3 ans, une apparition en masse de thon rouge. Et là, on a un véritable problème, parce que nous ne le cherchons pas, mais on le prend dans les chaluts pélagiques. Donc, Alors le chalut pélagique, c'est une technique où en fait on pêche le poisson dans une colonne d'eau, c'est ça ? Alors, le chalut pélagique, c'est ce qu'on appelle un chalut qui pêche entre 2 eaux, c'est-à-dire il n'est pas sur le fond,
Contrairement, j'appuie bien là-dessus, contrairement à ce que certaines associations disent à la télévision, que les chaluts raclent les fonds, les chaluts pélagiques, c'est complètement faux. C'est un chalut qui est facilement à 10 mètres du fond. Et on peut amener les preuves sans problème. Oui, on distingue le chalut pélagique du chalut de fond. Voilà. Alors oui, mais les associations mettent les deux dans le même panier. Alors on va revenir là-dessus, mais donc effectivement, l'arrivée du thon rouge, qui est un peu une surprise. Alors, c'est une très belle surprise, sauf que ça pose problème. Parce qu'on n'a pas de quota en Manchester et mer du Nord pour pouvoir le pêcher et surtout pour pouvoir le débarquer. Parce que le pêcher, c'est pas un problème, on arrive à le pêcher. D'ailleurs, tous les pêcheurs s'adaptent toujours à leurs ressources. Alors, vous dites qu'il reste donc des populations de poissons, mais je crois que c'est votre travail au sein du label Mr. Good Fish de faire prendre conscience néanmoins aux consommateurs que les ressources de l'océan ne sont pas inépuisables. On ne peut pas continuer à les pêcher sans fin. Non, mais sachez quand même que ce sont des métiers qui se transmettent de père en fils. Donc, si moi je fais n'importe quoi avec la ressource, mon fils n'aura plus rien à pêcher. Et on est très bien organisé. Nous avons dans chaque région des comités régionaux qui imposent des règles, qui viennent des pêcheurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la coquille Saint-Jacques, où c'est le plus gros gisement de manches. Et d'ailleurs, parce que la coquille Saint-Jacques, il n'y en a pas partout. La côte d'Opale la baie de Seine, et il y en a maintenant sur la côte d'Opale. Et je peux vous dire que c'est la seule espèce que la Commission européenne ne met pas son nez dedans. Elle est uniquement gérée par les professionnels et les comités régionaux dont je suis le président. Justine Delette, sur cette question de gestion de la ressource. Alors sur l'état de la ressource, justement, au niveau mondial, pour remettre un peu dans le contexte, on est à plus de 38% des stocks qui sont surexploités à l'heure actuelle, au niveau mondial, donc global. 50% des stocks qui sont exploités au maximum, donc c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est ce qu'on appelle le rendement maximum durable. C'est un état d'équilibre entre ce que la nature va nous donner et ce qu'on va aller prélever. Et 12% actuellement des stocks qui sont sous-exploités. Si on reprend les chiffres au niveau français, donc sur les dernières données d'Ifremer, on est en 2023 à 46% des stocks qui sont en bon état, donc débarqués en France. Contre en 2015, 37%. Donc on voit bien qu'il y a une évolution qui va dans le bon sens, positive, ouais. Qui est très positive, et du coup qui montre vraiment l'effort de la profession et du suivi scientifique qu'il y a derrière aussi. Alors, on va aborder une première question qui fâche. Parmi toutes les techniques de pêche, c'est les chaluts de fond qui sont décriés pour plusieurs raisons, selon les ONG. Surexploitation de la mer, incidence sur la déforestation marine et captation des populations juvéniles. Avant de vous faire intervenir Olivier Leprêtre, j'aimerais vous faire écouter Antoine Le Garec, que vous connaissez certainement, directeur général du groupe de pêche Le Garec et compagnie. Ils ont une vingtaine de navires à Boulogne-sur-Mer et sur l'île de la Réunion. Le groupe a réussi à arrêter le chalut de fond dans certaines zones. Il nous explique comment et ensuite on vous fera réagir. On écoute dans Monsieur notre Garec. activité à l'île de la Réunion, donc on va pêcher dans les terres australiennes et antarctiques françaises, qui sont à peu près à une semaine de route. Et il faut savoir que c'est la plus grande aire marine protégée de France. Finalement, on a réussi sur les 20 dernières années à considérablement diminuer notre impact, notamment sur la biodiversité, en améliorant nos techniques de pêche. Le chalutage de fond a été interdit au début des années 2000 dans la zone. L'économie, le compte d'exploitation des entreprises, du fait du prix du poisson, leur permettait aussi de passer du chalut à la palangue. Parce que forcément, quand vous pêchez à la palangue, certes, vous pêchez plus sélectif, vous pêchez plus gros, mais vous pêchez moins. Il fallait que cet équilibre puisse être respecté, et c'est ce qui a été fait dans nos échanges justement avec l'administration, et on a tous accepté d'arrêter le chalut. Alors Olivier Leprêtre, est-ce que d'abord ces critiques du chalut de fond sont justifiées? Surtout, est-ce que ça serait possible en Manche et en mer du Nord de se passer du chalut de fond? Alors, très compliqué, je vais déjà rebondir sur ce que Antoine Le Garec vient de dire. Il faut savoir que c'est une toute petite flottille qui représente 8 bateaux au niveau mondial. C'est rien du tout. Donc vous voyez, il y a quand même des espèces en quantité et des grosses espèces. En plus de ça, c'est des gros poissons qui se pêchent beaucoup plus facilement à la palangre. Ici, en Manchester... La palangre, c'est une autre technique de pêche. C'est une autre technique de pêche où c'est complètement... Enfin, c'est comme des hameçons, en fait. Hein. Mais
Il y en a des milliers, quand même, d'hameçons. C'est pas 10 hameçons. Alors, donc, ils rencontrent des problèmes aussi, faut pas croire. Il y a beaucoup de cachalots qui viennent se nourrir sur les cordes avec les hameçons. Ils viennent se nourrir de l'égine dessus. Ça cause quand même beaucoup de problèmes. Et là, je sais que dernièrement, c'était assez critique avec les réglementations draconiennes. Et il y a l'idée de remettre un bateau supplémentaire. Et pour le chalutage de fond, est-ce que vous comprenez toutes ces critiques qui émergent en ce moment ? Non, je ne comprends pas toutes ces critiques. D'abord, il faut savoir que derrière moi et d'autres, j'ai 5 générations de patrons de pêche. Donc, si les fonds marins étaient détruits, les habitats détruits, comme on veut bien nous le laisser entendre, il y a très longtemps qu'il n'y aurait plus de poissons. Expliquez-moi pourquoi il y a encore du poisson alors qu'on travaille encore aux mêmes endroits depuis 100 ans. Alors, parmi les arguments des ONG, il y a cette idée que le chalut va consommer beaucoup de carburant et que pour arriver à une transition écologique, il faut arriver à une sorte de déchalutalisation, un peu comme quand on sort du tout-voiture. Alors, je vais revenir sur le chalut de moindre impact, parce que d'abord, pour remettre l'église au milieu du village, un pêcheur, ce qu'il cherche à faire, c'est faire des économies de carburant, parce que le carburant coûte très cher et a un impact énorme sur la rentabilité des navires. Donc, partant de ça, on cherche des solutions pour alléger le matériel, alléger les panneaux, alléger les bourrelets et avoir le moins possible de frottement sur le fond. Rien que ça, vous voyez, on travaille dans le sens d'avoir moins d'impact parce que économiquement, on est obligé. Première chose. Deuxième chose, vu toutes les attaques, on travaille et on a trouvé des solutions. On a sorti un chalut de moindre impact l'an dernier. C'est un chalut qui, on a retiré tous les poids, il effleure le fond, il est quasiment plus vraiment posé sur le fond. Nos palots, on essaye de les décoller. Donc, on a quand même quelque chose de très intéressant. On a travaillé en étroite collaboration avec Ifremer. On respecte les pressions épousées sur les fonds. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'intéressant. Et là, les ONG ne veulent pas entendre ça. Alors qu'une aire marine protégée, ce n'est pas interdit à la pêche. C'est juste un endroit où on essaye de mettre en place des solutions pas trop agressives pour les fonds. Alors Justine Delette, vous qui connaissez bien le monde de la pêche, quel est votre regard sur toutes ces questions autour du chalutage de fond ? Nous, justement, régulièrement, on nous pose la question pourquoi on n'ajoute pas dans nos critères le fait d'interdire, en tout cas de ne pas recommander les espèces pêchées au chalut ou tout simplement ces engins de pêche-là. En fait, c'est un problème qui est compliqué. Il faut prendre en compte différentes choses. D'abord, il y a des moyens technologiques, on en parlait juste avant, qui sont mis en place pour réduire l'impact sur le fond. Donc, les boudins qui roulent sur le fond, par exemple. En golfe de Gascogne, ils ont été énormément aussi ciblés pour la prise de mammifères marins. Donc là, ils sont en train d'équiper tous leurs navires de caméras. Donc ça, ils sont vraiment ils sont très volontaires pour mettre en place des moyens technologiques qui permettent en fait de limiter ces impacts-là. Il y a aussi des problématiques d'impact aussi. Si on arrête de la pêche au chalut, le prix du poisson va augmenter. Clairement, donc ça va limiter l'accès aux espèces aux consommateurs. Ça, faut bien l'avoir en tête. Sociale. Et aussi, il y a le problème du report de l'effort de pêche. Ça veut dire que si on n'exploite plus certaines espèces, on ira avec d'autres techniques exploiter d'autres espèces, et donc celles-là auront un report d'effort de pêche, donc une pression de pêche qui sera exercée, qui sera trop importante. Commune Planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Raphaël Remande. Et nous nous intéressons à l'océan. Quelle pêche durable dans les Hauts-de-France, avec nos invités, Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches marines et élevages marins, et Justine Delette, coordinatrice du programme Mr Good Fish, initié par Nausicaa. Alors, c'était très intéressant. On a bien compris qu'il y avait des solutions sur lesquelles vous travaillez pour revoir un peu le travail du chalut de fond. Alors, une autre question qui fâche actuellement, c'est la pêche dans les aires marines protégées, ces fameuses zones qui ont vocation à protéger les écosystèmes marins.
Le chalutage y est autorisé par l'État, mais c'est dénoncé par les associations environnementales. On écoute un deuxième son de François Chartier, alors chargé de mission océan chez Greenpeace France. Ils ont travaillé avec le CNRS et ils militent pour que 10% de certaines aires marines protégées soient exclues complètement à la pêche. Il nous dit pourquoi et on l'a joint par téléphone. Ce qui a été montré et démontré par l'expérience, et notamment par des expériences menées par des pêcheurs, et je pense à la Méditerranée, c'est que la protection stricte, évidemment, on exclut une partie du territoire à la pêche, mais l'effet débordement fonctionne de manière très très forte et très rapide. Il y a une très forte résilience, et ça veut dire qu'en fait, il y a un bénéfice très rapide pour la pêche, en termes de volume, en termes de taille de poisson, etc. C'est des réserves à poissons finalement. C'est une solution pour augmenter les captures que de protéger une partie du territoire. Alors, que pensez-vous de ces solutions sur lesquelles travaillent les chercheurs et les ONG environnementales ? Olivier Leprêtre. Écoutez, on n'est pas royalement opposés. Sur le fond, si ça va dans le bon sens, pourquoi pas. Par contre, nous, en région de France, le gros problème, c'est qu'on est dans un détroit vraiment étroit. On a l'Angleterre à 22 km de Boulogne. Je vous laisse imaginer l'espace qu'on a. Donc, si on met que des aires marines protégées interdites à toute pêche, bien évidemment que nos pêcheurs pourront plus pêcher. C'est pas assez grand. Il s'agit de redéfinir du coup ces fameuses aires marines protégées. Alors, il faut plutôt parler, je parle toujours ici, pour la Manche et Sud-Mer du Nord. Vous voyez, c'est plus vaste, c'est plus grand, et là, on peut parler plus facilement. 10%, ça me paraît beaucoup, mais il faut savoir quand même qu'on n'attend pas, après tout ça, pour travailler là-dessus. On est en train d'ailleurs, on est en train de finaliser sur ce qu'on appelle des ZPF, c'est des zones de protection forte, où là, on n'aura plus de chaluts dans ces aires marines protégées. Et là, vous travaillez avec l'OFB, l'Office français de biodiversité, voilà. C'est ça ? On travaille avec l'OFB, le parc marin aussi. On travaille avec aussi tous les services administratifs, DML, des DTM. Et on est là à deux doigts de toucher quelque chose. On est très bien avancé ici en région en région Nord-Pas-de-Calais, et on travaille sur la Manche Est. On est bien avancé sur le sujet. Donc ça permettrait de créer cet effet de débordement. Voilà. C'est Justine Delettre sur cette proposition. Nous, on est si on prend la problématique d'un point de vue purement environnemental, oui, il y a des zones qui sont exceptionnelles et du coup qui méritent une certaine protection. Ça doit se faire de façon complètement concertée avec les professionnels, et qu'il y ait un accompagnement technologique, économique aussi des professionnels pour arriver à cette gestion qui serait raisonnée, multi-acteurs. Mais alors, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce détroit, vous parliez de goulot d'étranglement, il est surveillé en temps réel. C'est ça qui permet aussi d'ajuster les besoins et de savoir où en est la ressource. Alors, pour une gestion au cas par cas, ça peut pas aller sans le suivi, en effet, scientifique, pour voir quels sont les effets, quels sont les bénéfices. Mais ça demande de gros moyens scientifiques aussi. Donc, ça serait la solution idéale, à voir si c'est réalisable aussi dans le temps. Juste pour aller plus loin, parce qu'on évoquait cette grosse conférence de l'ONU là, du 9 au 13 juin à Nice. La France va se positionner notamment sur ces questions d'aires marines protégées et de pêche. Vous, aujourd'hui, quelles seraient vos attentes en termes d'évolution de réglementation à ce niveau-là ? Quelles sont vos attentes auprès de la ministre Agnès Pannier-Runacher ? Écoutez, il faut énormément d'écoute, déjà de la part des professionnels de la mer, parce que ce sont bien eux qui sont en mer, et ce sont eux qui savent ce qu'il faut mettre en place. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que la discussion est bloquée ? Non, pas du tout. Bien au contraire, on a une ministre qui est très à l'écoute, et son cabinet avec. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Le président est très ouvert à l'écoute des pêcheurs professionnels. Le président Macron. Et c'est très important pour nous, parce qu'au moins, on est entendu. Et c'est important. Et pour revenir à l'UNOC, ce qu'il faudrait surtout pas qu'il en ressort, c'est interdiction à toute pêche dans les aires marines protégées. Parce que là, je pense que là, ce serait une catastrophe. Et ce n'est pas possible. Et je pense que ce serait très compliqué pour nos pêcheurs pour s'en sortir. Alors, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble, oui, on est les premiers à le vouloir, mais des solutions radicales comme le veulent certaines ONG, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Et ce que je reproche là-dedans, c'est que les ONG ne regardent jamais au côté économique de la chose. On parle toujours de l'écologie, d'environnement, mais à aucun moment on ne parle d'économie. C'est quand même incroyable quand même.
Actuellement, la France, on est quand même dans une situation financière compliquée et je pense que ces ONG devraient se rendre compte du dégât qu'ils font. Justine Delettre, qu'attendre selon vous de l'UNOC ? Qu'est-ce qui irait dans le bon sens ? Oui, d'avoir des solutions concertées et pas se retrouver au pied du mur, ça c'est clair et net. Pour avancer avec les professionnels, c'est ce qu'il faut. Et on n'attend pas forcément une réglementation qui sera mise en place plutôt progressivement et surtout, que ce soit fait avec les professionnels. Mais toujours dans le sens environnemental, et c'est là où c'est très compliqué. On parlait, Olivier Leprêtre en parlait, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social et environnemental dans le développement durable, c'est bien de prendre en compte les 3 piliers du développement durable. Alors pour revenir aux consommateurs, justement, on peut donner un chiffre, les Français consomment en moyenne 34 kilos de produits issus de la mer par an. On dit souvent qu'il faut manger moins de viande d'un point de vue environnemental, est-ce qu'il faut manger moins de poissons ? Alors, on a tendance toujours à manger les mêmes espèces. Souvent même, c'est des espèces qui sont importées, qui ne sont pas forcément produites en France, notamment le saumon, la crevette. Ça fait partie du top 3. Il y a plein d'espèces, il y a plus de 70 espèces, par exemple, qui sont débarquées à Boulogne-sur-Mer. Nous, on incite avec le programme Mr Goodfish à rendre le consommateur curieux et aller vers d'autres espèces. Hier, on avait justement notre concours de cuisine. On avait de la sèche, du merlan, du taco, de la vive. Et c'est ces espèces-là, en fait, qu'on essaye de valoriser aussi auprès des consommateurs. Oui, on mange trop les mêmes espèces. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, donner des exemples concrets ? Quel poisson il est préférable de manger, par exemple, en ce moment ? En ce moment, je vous parlais justement du merlan, de la sèche, du taco, la vive. C'est des espèces qu'on peut consommer sans problème. Ils sont recommandés par Mr Goodfish. Et qui sont, il y a toutes les recommandations qui sont disponibles sur l'application. Alors, l'intérêt de Mr Goodfish aussi, je vais rajouter un petit peu, c'est que c'est déjà de consommer des poissons de saison. C'est un peu comme le cultivateur avec les légumes de saison, etc. Là, c'est pareil. Parce que si on privilégie certaines espèces qui ne sont pas ici en Manche, on va beaucoup plus loin pour les pêcher, alors que si on attend un mois ou 2, elles passent dans le détroit et devant Boulogne. Donc vous voyez, il y a quand même un intérêt derrière et ça permet aussi de valoriser les espèces non consommées telles que la roussette et d'autres espèces où vraiment ce sont des espèces très bonnes mais on a du mal à les valoriser. Donc l'intérêt de Mr Goodfish est là aussi. Et donc on va sur le site internet de Mr Goodfish et on voit en fonction de l'endroit où on habite et en fonction de la saison quel poisson il faut privilégier. C'est ça, il y a une entrée par façade maritime, donc il suffit juste de choisir sa façade. Donc là en l'occurrence Manche-Mer du Nord, et on a toutes les espèces recommandées par le programme, oui. Et depuis que le label existe, est-ce que vous sentez une prise de conscience des consommateurs ? Vous travaillez aussi avec des restaurateurs. Est-ce que les choses avancent ? Au niveau des restaurateurs, il y en a qui nous suivent depuis le début. Et on note qu'il y a, au début, ils s'engageaient sur 1 ou 2 espèces Mr Goodfish. Alors, ça dépend des restaurants. Et au final, maintenant, pour certains, ils ne font plus que du Mr Goodfish. Et ils le font passer au restaurant sur le poisson du marché, la pêche du jour. Et du coup, il n'y a plus forcément un poisson fixe à la carte, mais il va faire en fonction de ce qu'il aura réussi à récupérer de son fournisseur. Et devant un étal de poissons, est-ce qu'il faut privilégier certaines techniques de pêche ou pas ? Parce que c'est marqué, pêcher au chalut, pêcher à la seine, pêcher au palangre. Écoutez, pour moi, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas plus de techniques de pêche plus destructrices qu'une autre. C'est ce qui tue, c'est le gigantisme. C'est-à-dire que on peut prendre un petit bateau, par exemple, qui fait du casier, qui a 200 casiers. Et si je prends un bateau de 150 mètres où il y a 50 000 casiers, là, il devient destructeur. Voilà. Et sur le filet ou n'importe quelle technique, c'est exactement pareil. La technique de pêche, elle est telle qu'elle est, mais si on part dans le gigantisme, là, on détruit, que ce soit les espèces, aussi bien que les fonds. Donc, il n'y a pas de mauvaise technique, il y a de mauvaises pratiques. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette émission spéciale Voix du Nord Radio RCF consacrée à l'océan et la pêche durable dans les Hauts-de-France. Un grand merci à Justine Delettre, coordinatrice du programme Mr Goodfish, initié par Nausicaa. Et merci à vous, à Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches marines et élevages marins. Merci d'avoir fait la route. Et rappelons que la transition écologique
écologique de la pêche française sera au menu de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC3 à Nice, du 9 au 13 juin. Une conférence que vous pourrez suivre sur La Voix du Nord et sur RCF, puisque vous y serez, Anne. Oui, tout à fait. Il y aura différents acteurs des Hauts-de-France qui feront le déplacement, Décathlon, Le Garac et compagnie, Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale, Unipêche, Aquimer, Nausicaa et peut-être des personnes du monde de la pêche de Boulogne. Oui. Ouais. Alors cette émission sur la pêche durable, mais aussi toutes les autres émissions sont à retrouver en podcast sur les sites de La Voix du Nord et RCF Hauts-de-France et bien sûr en vidéo sur YouTube. Merci à Raphaël Remande pour la collaboration, à Mathieu Dubois pour la réalisation et à très vite pour la dernière émission spéciale de l'année Voix du Nord RCF vendredi 27 juin sur l'eau potable dans la région et un grand merci pour votre fidélité.